name's Gambit. I don't have a name. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Néo-Béotien. Mathis, comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien. Eh ben super. Déjà, on tient à remercier tous ceux qui ont écouté le tout premier épisode, ceux qui nous ont fait des retours, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient commencé à écouter et qui ont arrêté assez tôt pour aller voir Avatar et réécouter le podcast après. Donc, j'espère que vous l'avez fait. Sinon, je le prendrai très mal. Mais du coup, ouais, merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont fait un retour, que ce soit positif ou négatif, même juste à ceux qui ont lâché une seule écoute. C'est très cool déjà d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, merci beaucoup. Eh ben, je remercie également toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et sachez que toutes vos recommandations ont été écoutées, entendues et certaines d'entre elles nous ont permis de préparer au mieux ce nouvel épisode. Tout à fait. Nous sommes donc le 26 janvier 2026, alors on enregistre ce podcast, et nous allons aujourd'hui parler du film Anaconda, réalisé par, j'ai même plus son nom. Tom Gormican. Tom Gormican, exactement. Nous allons parler d'Anaconda, puis on parlera en deuxième partie du thème 2025, pour lequel on a chacun ramené une œuvre. Enfin, moi j'en ai qu'une en tout cas. Moi j'en ai deux. Oh là là, mec. J'ai triché. Un gourmand. Nous allons donc parler d'Anaconda, et ce n'est pas moi qui choisis ce film, donc je vais te laisser le présenter rapidement. Eh bien déjà, parce que t'avais oublié le nom du réalisateur, moi c'est un réalisateur qui a beaucoup compté pour moi, enfin beaucoup, j'abuse un peu, mais disons que ça a été jusque la vision d'Anaconda, ça a été le seul réalisateur où j'avais mis 5 étoiles à tous ses films. Ah ouais ? Il avait fait 2 films, bon. Ok. C'était quoi les films d'avant ? Donc les films d'avant, il a fait That Awkward Moment, qui s'appelle Célibataire ou presque en français, avec Zac Efron, Miles Teller et Michael B. Jordan, quand ils n'étaient pas connus. Enfin, Zac Efron était connu, mais... Ok. Mais c'est juste avant Whiplash, enfin je crois qu'il sort à peu près en même temps que Whiplash, et pareil, Michael B. Jordan n'avait pas fait grand-chose à l'époque. Mais oui, c'est une comédie romantique qui m'a marqué, moi, quand j'étais plus jeune. En fait, c'est une des seules comédies romantiques où j'ai été embarqué dedans, avec notamment Crazy Stupid Love. Il y a eu assez peu de comédies romantiques où j'étais vraiment impliqué dans les histoires. Après, c'est un peu des comédies romantiques pour mecs, presque, j'ai envie de dire, dans le sens où les personnages principaux, c'est des mecs, tu vois. Ouais. Donc, quand j'étais jeune, c'était peut-être plus facile de m'identifier à ce genre qui n'était pas ma prédiction. Enfin, je me tournais pas forcément vers les comédies romantiques à l'époque. Ouais. Et donc, c'est un film qui m'a assez marqué. Et qui est longtemps resté dans mon top 50 of all time, on va dire. Ah ouais. T'as des listes vraiment très formelles comme ça, de tes 50 films préférés un peu tout le temps ou... À peu près, ouais. Ok. J'ai une idée... Terrifiant, si on avait. J'ai une idée à peu près des films qui m'ont un peu marqué. Ok, c'est marrant. Mais donc voilà, Célibataire ou presque, très bon film que je conseille à tout le monde, très bonne comédie. Et il est parti dans un registre complètement différent. Et il a fait Un talent dans Massif, The Unbearable Weight of Massive Talent. Ok, je connais pas du tout. Et c'est un film avec et sur Nicolas Cage. Ah, donc, c'est pour ça. Forcément, c'était fait pour moi. Donc c'est officiellement la première fois qu'on parle de Nicolas Cage dans ce podcast. J'ai tout fait pour le retarder, mais oui, disons que c'est mon acteur fétiche. On peut dire ça, ouais. J'ai vu à peine 80 de ses films, donc je suis pas encore à 100%... Il faut dire qu'il a une filmographie extrêmement dense quand même. C'est vrai. Mais donc voilà, Un talent en or massif, je pense qu'il va être assez intéressant pour l'analyse de Anaconda, la discussion qu'on va avoir sur Anaconda. Ok. Parce que c'est un film très méta, justement, où Nicolas Cage joue son propre rôle et où en fait il a un agent donc, qui est interprété par Neil Patrick Harris. Ok. Et son agent lui dit bon écoute, là c'est la merde financièrement, etc. Il faut que on renfloue un peu les caisses, et j'ai cette proposition d'un millionnaire qui veut un milliardaire, ou enfin je sais plus exactement, mais qui a beaucoup d'argent, quoi. Ouais, qui a beaucoup d'argent et qui est interprété par Pedro Pascal. Ok. Et qui souhaite rencontrer Nicolas Cage parce qu'il est fan de lui et il veut l'inviter à son anniversaire. Et donc Nicolas Cage, il va un peu à reculons, mais il décide finalement de prendre l'argent, quoi. Donc il y va. Et en fait, il y a cette relation qui se noue un peu en buddy movie de Pedro Pascal et Nicolas Cage qui vont finir par s'entendre hyper bien ensemble. Il y a un délire du FBI qui vient les aider
arrêter un trafic de drogue, enfin un truc très, Ok. très étrange. Mais du coup, t'as un côté très méta en fait dans le film et qui correspond pas mal au côté assez méta de Anaconda. Et moi, j'ai adoré évidemment Un talent en or massif parce que c'est un hommage à Nicolas Cage et aux films d'action et aux films un peu ringards des années 80, 90 en général. Ouais. Et moi, j'ai adoré ça. Enfin, c'était très réussi. C'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais moi, ça m'a touché. Non, tu m'as donné envie de le voir. C'est sorti en quelle année, ça C'est sorti en 2022, je pense, Ok, ah oui, c'est très récent, ok. dans ces eaux-là. Et le premier avec du coup Miles Taylor et Michael B. Jordan, c'est sorti Il est plus sorti tôt, en 2014, ouais. 2014, ok. Donc c'était avant la deuxième collaboration entre Miles Taylor et Ouais. Michael B. Jordan. Ouais, pour ce magnifique, C'est magnifique, 4 Fantastiques. fantastiques. 4 fantastiques ont vraiment pas eu de chance au cinéma quand même. Mais Ouais. bon. Ok. Et donc, son troisième film, c'est Anaconda, c'est bien Et ça. donc, c'est son troisième film, Anaconda. Voilà pour la remise en contexte globale de Tom Gormican. Anaconda, qui est donc, j'ai pas envie de dire une suite, mais un film hommage au film éponyme Anaconda, qui est sorti en 97, je crois. 97, je crois. Ouais. 97. Réalisé par je ne sais plus qui, encore une fois, malheureusement je suis très nul sur les réalisateurs aujourd'hui, mais avec au casting, parce que c'est quand même plus pour son casting qu'il est reconnu, donc avec Ice Cube et Jennifer Lopez notamment, Et pas que. et pas que, je sais bien, mais ils sont en lien avec le film Anaconda. J'en profite pendant que tu fais tes petites recherches que on va spoiler encore une fois le film. Si vous l'avez pas vu, bah désolé parce que je pense qu'il est plus du tout en salle à l'heure actuelle où on parle. Il faut savoir que le film est sorti le 31 décembre, du Ouais. coup 2025. Donc on a un peu triché, on a dit qu'on regarderait un film de janvier, bon, ouais, ça va. Oui. C'est sorti le 31 janvier 2025. Il se trouve que moi j'ai un peu tardé pour le voir. Je suis allé le voir que la semaine dernière, ce qui n'était pas non plus si tard, hein, c'était 3 semaines après la sortie et il était déjà dispo quasiment nulle part. Donc je pense que même là, à l'heure où on parle, il est plus dispo. Ah oui, non, là, c'est sûr. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fin d'émission, on dira d'avance le film dont on va parler à l'épisode suivant. Comme ça laissera le temps à ceux qui veulent le voir, d'aller le voir tout simplement. Mais du coup, Anaconda, du coup, c'est une suite spirituelle. Enfin, en fait, c'est un film sur des gens qui sont fans de ce film. Donc, on va dire que le film de 97 existe dans la diégèse de ce nouveau Anaconda, l'Anaconda-verse, quoi, finalement. Et du coup, on suit du coup une bande d'amis qui veut faire un film hommage au film Anaconda de 97. Je pense qu'on peut le résumer assez brièvement comme ça. Et en découle tout un tas de péripéties rocambolesques. Exactement. Avant toute chose, qu'as-tu pensé rapidement de Anaconda ? Je n'ai pas adoré. Honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose. J'ai presque pas été déçu, du coup. Mais, Je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie à regarder ce film non plus. Je comprends. Et je suis un peu d'accord dans le sens où je pense que, j'allais dire inconsciemment, mais non, même consciemment, j'y allais avec des biais assez négatifs, en me disant que j'allais sûrement pas trop apprécier, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, mais je partais pas avec des a priori positifs. Ça me saoulait en plus d'y aller à une séance aussi tardive, parce que du coup, il était dispo qu'à 21h40 dans mon ciné, et ça me saoulait d'y aller à cette heure-ci. Vraiment. Je ratais la finale de la CAN en plus, donc vraiment, j'étais saoulé de pas pouvoir y aller, enfin de devoir y aller à ce moment-là. Donc je partais pas avec un a priori très positif, et au final, j'ai pas adoré non plus, mais c'était pas si pire au final. J'ai pas passé un moment exécrable. Le film est assez divertissant, Oui, c'est ça. ça passe assez vite. Et je pense que globalement, tout ce que je dirai après, ce sera juste des paraphrases de ce que je viens de dire sur le film. Ok. Et du coup, je disais que je partais avec des a priori relativement négatifs, parce qu'il faut savoir que du coup, les deux têtes d'affiche sont Jack Black et Paul Rudd. Et ce sont deux acteurs que je n'apprécie tout simplement pas tellement. Enfin, j'ai rien contre eux, mais leur seule présence ne me donne pas envie de voir un film avec eux, quoi. Toi, il me semble que Jack Black, tu l'apprécies un peu plus, non ? Bah, disons que je l'ai apprécié. Enfin, j'apprécie le personnage. Après, je n'apprécie plus ses films depuis peut-être 10-15 ans quand même. Donc, Ça fait un paquet d'années quand ça même. fait quand même beaucoup d'années. Ouais. Non, mais je trouve qu'il choisit assez mal ses films. Et... Tu dirais que Minecraft était un mauvais choix ? Je pense, oui. Non, mais il est devenu un peu, c'est un peu devenu la caricature du mec cool à Hollywood Ouais. qu'on fout dans n'importe quel blockbuster à la con pour attirer des jeunes. Enfin,
Alors, est-ce que les jeunes aiment Jack Black encore maintenant? Bah alors ça, c'est une bonne question. Et justement, c'est un truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit qu'on n'est pas forcément la cible de Anaconda. Tu penses? À mon avis, on a peut-être 5-6 ans de retard. Je pense que les gens pour qui le film s'adresse, c'est les gens qui ont découvert le premier film petit, Anaconda, ou alors qui ont connu l'âge d'or de Paul Rudd et Jack Black, donc pour Paul Rudd, les films de Judd Apatow. Ouais. Donc, en fait, ouais, une catégorie de, on va dire, trentenaire, 35 ans, dans ces eaux-là, je pense. À mon avis, c'est plutôt ça la cible de ce film. Enfin, c'est comme ça que j'aime à l'imaginer, parce que j'ai l'impression que les deux acteurs sont castés Ouais. pour ça, en fait. Enfin, je pense qu'ils représentent quelque chose pour cette génération de personnes. Ouais. Et pareil pour le film Anaconda, qui, je pense, a été culte à un certain moment au début des années 2000 pour les gamins qui avaient peut-être 10 ans à cette époque-là, tu vois, qui ont découvert le film, ils avaient 10-15 ans. Ouais, c'est pas faux. Après, alors pour le coup, j'ai pas vu le premier, je sais que toi tu l'as vu. Je me suis posé la question en regardant justement parce que bon, il se passe pas grand-chose dans le film des fois, donc t'as le temps de réfléchir. Tu regardes. Je me suis demandé qui était justement la cible de ce film-là. Et j'ai pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante, parce que même je me dis, encore une fois, j'ai pas vu le premier, mais j'ai pas l'impression que pour les fans ce soit un si bel hommage que ça, entre guillemets. En plus, en soi, t'as pas vraiment de. Moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus putassier dans la référence, et à part la fin où t'as des caméos très peu subtils et très au chausse-pied, quoi. J'ai pas l'impression que le reste du film soit ultra porté sur la nostalgie du premier, etc. Et je me suis posé la question de à qui c'était destiné, parce que je me dis, je pense que les enfants en ont rien à foutre de Jack Black, Ouais. et que les films avec des gros anacondas, je pense plus que ça attire grand monde maintenant, tu vois. Bon, y a qu'à voir, il est déjà plus au ciné, donc ça va pas attirer grand monde de base. En plus, t'as ce truc où ils vont te mettre la musique Anaconda de Nicki Minaj au forceps pendant plusieurs moments du film. Je me suis dit, c'est tellement ringard comme truc, tu vois, genre, à qui vous vous adressez exactement, tu vois. Du coup, ouais, je me suis posé la question, et je pense que même le film ne sait pas trop en fait à qui il s'adresse, s'il s'adresse aux fans, s'il essaye de conquérir un nouveau public. Mais en même temps, est-ce que Anaconda, c'est une licence assez forte pour t'adresser à un nouveau public, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est un peu bâtard comme truc, je trouve. Ouais, alors moi, ma théorie, c'est que marketingment parlant, il s'adresse à la cible dont je t'ai parlé, Ouais. mais que Mais dans les faits, c'est pas hyper bien exécuté, quoi. en fait, oui, dans l'angle du film et ce que le film propose, en fait, il s'adresse un peu à personne, parce Ouais. que le film est un peu... en fait, il veut jouer sur un côté ringard, et il en devient juste ridicule, quoi. Donc je pense qu'il n'est la cible de personne. Enfin, Ouais. Oui, bah, y a qu'à voir que ça a pas. En France, ça a pas marché. Je sais pas si aux États-Unis ça a mieux marché, mais j'ai pas l'impression, parce que j'en ai pas entendu beaucoup parler. ouais, moi non plus. Ouais, moi je trouve qu'il y a un peu dans ce film le côté méta que moi j'ai adoré dans Un talent en or massif, justement. Ok. Je l'ai trouvé complètement passé à la trappe dans ce film-là. Je trouve que le film, il n'arrive pas du tout à être malin, en fait. Il s'explique de bout en bout par lui-même, et il laisse jamais le temps au spectateur de réfléchir, en fait. Enfin, il prend vraiment le spectateur pour un con, je trouve. Ouais. Enfin, après, il est dans cette mouvance de blockbusters un peu à la con qui sont comme ça. Et en fait, le problème de ce film, c'est qu'il essaie un peu de se moquer des films commerciaux, en fait, aussi. Ouais, tout en faisant un peu la même chose, quoi. Et en fait, il est un peu dans un espèce de demi-ton un peu nul, où Ouais. il essaie de se moquer des films commerciaux, mais il n'y arrive pas. Il essaie de rendre hommage un peu au presque nanar que pouvait être Anaconda dans l'idée. Je trouve qu'il y a aussi... visuellement, il me fait vachement penser un peu à toutes ces productions Sharknado, etc. Tu vois. Il y a un peu un côté où t'as l'impression qu'il a envie de rendre hommage à ce cinéma, mais il le fait pas du tout, il y arrive pas du tout, parce que en fait t'as l'impression que c'est un produit marketé pour fonctionner et être divertissant, et en fait tout ça prend le dessus sur, je pense, l'idée originale que devait avoir Tom Gormican, sûrement qu'il doit être passionné, enfin il doit adorer Anaconda, et il s'est dit je vais en faire un film sur je vais faire un remake de ce film que j'adore et faire un hommage, machin. Et en fait, ils ont tellement voulu que ça en soit divertissant et hyper marketé pour que ça marche, que déjà ça marche pas. Ouais. Et du coup, en fait, ils en perdent l'hommage qu'ils voulaient donner, je pense, à ce cinéma, et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Enfin, c'est un peu tu veux dire. c'est un vrai flop en fait, ce film. Ouais.
Ouais, je suis assez d'accord. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est assez pertinent ce que tu dis. Et notamment ce que tu disais sur le fait que le film se moque. Il a ce côté un peu moqueur des blockbusters actuels, surtout. Je me rappelle d'une réplique à la fin où ils sont sur le plateau détruit là, avec Ice Cube. Et Ice Cube dit ouais, c'est Hollywood, la fin n'est jamais écrite pendant le tournage. Enfin, là, le film s'écrit. Et j'avais envie de dire, tu sens que c'est une critique des blockbusters de maintenant. La plupart des Marvel maintenant sont comme ça, tu vois, je pense par exemple. Mais devant ça, je me suis dit, mais le film se prend pour qui pour... Non, mais vraiment. tu vois, pour juger ce genre de choses, alors qu'il utilise les mêmes tropes de merde que tous les blockbusters actuels, quoi, tu vois. De la bande d'amis où il y en a un qui fait croire un truc et qui va se faire révéler à la fin qu'en fait non, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, t'as l'impression que le film essaye d'être un peu subversif par moment, mais sans vraiment réussir à l'être, et tout en étant quand même hyper polissé, et hyper... c'est un produit hyper lissé, en fait, tu vois. Ouais, ah bah carrément. Et t'as un peu ce truc où il se prend pour quelque chose de subversif, sans vraiment l'être, quoi. Mais ouais, mais même ce côté, justement... En fait, il y a une vraie dichotomie entre ce que le film a voulu montrer et ce que le film a fait, en fait. Parce que même, en fait, t'as tout ce discours dont tu parlais sur Hollywood, et t'as aussi... ce discours sur les productions, je crois que c'est les productions des films Asylum, je crois, justement, qui ont fait Sharknado, etc. Okay. Où, en fait, ils ont jamais les droits des œuvres qu'ils veulent adapter, donc ils contournent et ils en font des trucs complètement loufoques. Et c'est exactement ce qu'ils font à la fin du film, puisqu'à la fin du film, comme ils n'ont pas les droits d'Anaconda, justement, ils en jouent, et on fait une projection, alors qu'on n'a pas les droits, on espère qu'ils vont pas nous attaquer, etc. Et ça, pour moi, c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire en tant qu'hommage, justement, à Sharknado et compagnie, alors qu'au final, mais c'est pas du tout dans cette veine-là, en fait. Enfin, le concept ne va pas du tout dans cet angle, et à la limite, c'est leur cracher à la gueule, presque, de faire un film aussi commercial en voulant leur rendre hommage. Je trouve que c'est un peu... c'est un peu atroce. Ouais, je comprends. Après, là où... je déteste les films Sharknado, etc. Enfin, surtout ceux-là, parce que c'est même pas vraiment des vrais nanars, tu vois. C'est vraiment juste des films hyper cyniques, avec une démarche putassière au possible, tu vois. Là, je ressens quand même un minimum de sincérité, tu vois, j'ai pas l'impression que qu'on est sur un blockbuster vraiment cynique, tu vois, à ce point-là. Et surtout, moi, j'aime beaucoup, en fait, les films sur les gens qui font des films. Genre, j'aime beaucoup les films où ça se passe sur un tournage, où ça se passe sur quelque chose comme ça, tu vois. Et là-dessus, c'est peut-être le seul point qui m'attirait un peu dans le film, tu vois. Je trouve qu'il y a un vrai acte manqué, c'est que c'est jamais vraiment exploité à fond, cette idée du tournage. T'as tout ce truc où à un moment ils sont pourchassés par l'anaconda, ils sont dans une voiture, tu sais. Et t'as Jack Black qui se met du coup à filmer avec son téléphone, en mode on s'en fout, on fait du film quand même et tout, tu vois. Et ça revient jamais après. Et je trouvais ça cool d'avoir un message comme ça en mode... tu peux faire des films avec rien, tout peut devenir un film si t'arrives à en faire quelque chose. En fait, le film qui se fait pendant le film, il est complètement oublié à partir des 2/3, genre un truc comme ça. Et ça revient jamais. Et ça, j'ai trouvé que c'est vraiment un acte manqué parce que tu sens avant que c'est un film sur des passionnés de cinéma, sur un passionné de cinéma surtout, tu vois, qui veut vraiment en faire son métier, qui insiste sur le fait qu'il fait des films de mariage et des trucs comme ça, tu sais, et pas des vidéos. Et je trouve ça dommage que ça ait pas été plus loin, quoi. Pour le coup, ça aurait été vraiment un truc un peu sincère, un peu sympa à sauver dans tout ce marasme. Et je le sauve pour le peu qu'il y a dans le film, tu vois. C'est vraiment le truc que j'ai un peu apprécié. Mais j'ai été déçu que ça aille pas plus loin, ouais. Mais ouais, je suis d'accord. Et en fait, je trouve que toute la première partie, elle est presque désavouée au fur et à mesure du film. Parce qu'au début, t'as vraiment ce sentiment d'avoir... ce groupe de passionnés un peu pieds nickelés qui abandonnent tout ce qu'ils ont pour partir quelques semaines en Amazonie pour tourner leur film à la con, tu vois. Une promesse orale de j'ai les droits, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais vraiment. Et en fait, t'as ce truc où tu te rends compte que c'est un groupe hyper soudé. Et en fait, c'est presque beau. Ce truc de c'est bon, là on a quasiment 40 ans, c'est le moment de... Ouais. C'est de loser magnifique, quoi, un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Et c'est hyper beau, la démarche qu'ils ont d'y aller à 4 comme ça, tous ensemble. Surtout qu'au début du film, c'est trop mignon, leur petit groupe. C'est bien le seul truc qui est bien au début du film, je trouve. Mais... Et en fait, ce truc, même là, en fait... même cette relation qu'ils ont, elle est balayée au milieu du film. Et pareil pour justement l'aspect de tournage dont tu parlais. Tout ça est quasiment balayé pour mettre en place que des moments un peu goofy et juste pour te faire marrer avec du pipi et
et des Oui, animaux morts. J'avais oublié ça, putain. Non, mais vraiment, Ah, c'est... Et je trouve que là-dessus, le film passe un peu à côté de quelque chose, parce que cette promesse du début de ce groupe de passionnés qui abandonnent tout et qui prennent un risque énorme, je trouve que tu le ressens plus du tout dans le reste du film, quoi. Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc où la fin se perd. Vraiment, c'est ça, en blague de pisse et d'animaux morts. Ouais. C'est ça. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est assez bien résumé. Ouais. Et toi qui as vu le premier Anaconda, du coup, est-ce qu'il y a. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du premier Anaconda rapidement? Et est-ce que, selon toi, ce film est un bel hommage ou. Est-ce que tu as des liens que tu peux tisser entre ces deux films ou pas? Oui, bah il y a plein de liens à tisser, mais alors moi déjà je trouve que le premier Anaconda il est pas mal, franchement honnêtement. Alors par contre j'ai vu Anaconda après avoir vu Anaconda avec Jack Black et Paul Rudd, donc j'ai vu le plus récent et ensuite l'ancien, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on devait enregistrer ce podcast la semaine dernière, mais j'étais malade donc on a décalé à cette semaine, et du coup comme j'avais une semaine en plus je me suis dit allez, je vais en profiter pour regarder l'ancien Anaconda. Et honnêtement, le film est cool. Enfin, je trouve qu'il fonctionne bien. Alors, c'est un peu ringard, un peu ridicule. Les effets sont pas dingues. Mais en fait, je trouve que t'as une vraie tension qui fonctionne. Les personnages sont installés directement dans leur environnement en 2-3 scènes. Tout le monde est présenté. Ça part direct dans le côté un peu horrifique. Et enfin, pas vraiment horrifique, mais je trouve que t'as des vraies scènes de tension. L'Anaconda, il est un peu terrifiant au début. Le personnage de Danny Trejo qui joue dans le film, qui a une scène, la première scène du film. Une des premières scènes du film. Enfin, en tout cas, la première scène du film où tu vois l'Anaconda. T'as l'Anaconda qui arrive dans le baraquement où se cache Danny Trejo. Et en fait, il a tellement peur de l'Anaconda qu'il monte sur le toit et qu'il se tire une balle. Parce que il voit la bête arriver et du coup on voit pas vraiment l'Anaconda le manger, mais du coup ça installe un truc très flippant, tension, quoi. Ouais. Tu te dis putain, le mec en fait il en arrive à se tirer une balle pour pas être bouffé par cette bête qui a l'air terrifiante, tu vois. Et du coup je trouve que ça installe un vrai truc. Enfin, je trouve que le film est vraiment réussi à ce niveau-là. Après, c'est pas une comédie, on est d'accord, c'est un film, c'est un thriller classique, non? Oui, c'est pas du tout une comédie. Enfin, c'est un peu marrant, mais le film le fait pas exprès d'être marrant. Oui, je vois. Oui, parce que je me suis posé la question, du coup, en voyant Anaconda 2025, du coup. Ah oui, non, rien à Je me voir. suis demandé si le premier était une comédie ou pas, tu vois. Et ouais, non, j'ai vu qu'après que non, c'était un truc relativement premier degré, ouais. Et t'as un casting de fou, parce que t'as aussi Owen Wilson qui joue, qui est l'ingé son dans le premier Anaconda. Et non, franchement, en fait, du coup, pour faire le parallèle avec le film Anaconda, je trouve que ce qui est un peu raté, c'est que il y a quelques scènes qui sont reprises du film, notamment la scène où, alors je sais plus le nom de cet acteur ni le nom de son personnage, mais en gros, le mec sur place qui s'occupe des serpents, quoi, il va dans la jungle pour capturer justement un serpent. Et toute cette scène, elle est vachement inspirée d'une des scènes d'Anaconda. T'as quelques autres plans qui sont très inspirés du film. Mais globalement, je trouve que ça fonctionne pas. Enfin, t'as pas ce truc. Je trouve qu'ils auraient dû vraiment reprendre des scènes clés et à la limite faire du plan par plan, tu vois, sur peut-être 2-3 scènes du film. Mais au moins d'avoir ce lien avec le film. Parce que là, en fait, le lien, tu l'as pas vraiment. Enfin, après, le concept est similaire parce qu'ils font un tournage. Là-bas, en fait, dans le premier Anaconda, ils tournent un documentaire sur sur des indigènes, je sais plus le nom qu'ils ont dans le film, mais en gros ils vont filmer un peuple en Amazonie qui galère à trouver justement, et ils se font accompagner par un chasseur de serpents aussi, et qui leur dit qui essaie de les guider, et en fait qui va leur mettre à l'envers au milieu du film. Ça aussi c'est repris dans justement le film de 2025. Mais je trouve que ça fonctionne pas vraiment. Enfin, en tout cas, je trouve pas que ce soit un bel hommage, moi personnellement. Voilà. Bon, après, c'est sympa d'avoir fait revenir Ice Cube et de donner un petit chèque à J-Lo pour 10 secondes d'apparence dans le film. Mais ouais, je sais pas. Enfin, je trouve pas ça justifié d'avoir fait limite un film sur Anaconda. Enfin, ils auraient pu prendre n'importe quel film, à part le fait que ce soit tourné en Amazonie. Ça change rien, quoi. Niveau humour, il y a quand même quelques répliques qui m'ont fait un peu rire, moi, des fois. Oui, moi aussi. Le Jordan Peele blanc m'a fait rire. Je m'y attendais pas, j'avoue que ça m'a fait rire. Il y a d'autres répliques comme ça. Il y avait une réplique sur J-Lo aussi qui m'avait fait rire. En vrai, il y a quelques passages qui sont quand même assez marrants. Mais il y en a qui sont quand même beaucoup moins subtils.
toutes les blagues de pisse, quoi, globalement. Ouais, même moi, ça, j'ai un peu ri, Ah ouais malheureusement. Ouais. Bah, en fait, le film te genre. prend tellement en otage, parce que, alors, du coup, Un la peu, scène de pisse en question, elle dure Ah ouais. hyper longtemps. Et en C'est fait, long, ouais. c'est vraiment un gag de répétition, presque, enfin, d'étirer comme ça la scène au maximum. Et en fait, au bout d'un moment, ouais, ça m'a fait un peu marrer, quoi. Ouais, et encore, tu sais, c'est même pas vraiment en répétition parce que ça vient vraiment d'un coup, tu vois. C'est pas comme Ouais, si ouais. c'était. C'est pas la piste de Tchekhov qui est posée au début et qui revient à la fin, tu vois. C'est genre un truc qui arrive d'un coup, tu vois. Le mec te dit, non, je peux pas pisser en fait et tout, tu vois. Ouais, mais ça prend, genre, je pense que la scène dure au moins 2 minutes. Bah, au moins, ouais, facile, ouais. Parce C'est que t'as hyper plusieurs long. plans, t'as plusieurs. Ouais, c'est hyper ça long, se fait en c'est- plusieurs temps, enfin, c'est super long. Mais par contre, ouais, le moment où on fout, c'est quoi, c'est un écureuil dans la bouche de Jack Black. Je sais pas si c'est un écureuil ou une Ouais, fouine ou un truc un du truc genre. comme ça, ouais. Ça m'a fait bien marrer quand même. Et ça m'a fait. Je me suis presque dit que c'était un hommage à The Surfer avec Nicolas Cage. Ah ouais, Mais je sais pas si c'est mon esprit qui est complètement cinglé. tu parles en rêve que je connais pas là pour le coup. Parce qu'en gros, dans The Surfer, bon, c'est pas vraiment un spoil, hein, mais qui est un très bon film que je vous conseille, qui est sorti l'année dernière sur Paramount Plus, je crois. Ok. Donc avec Nicolas Cage. Et en fait, durant le tournage, il y a une scène où il y a un rat, machin. Et Nicolas Cage a gardé le faux rat, il l'a mis dans sa poche. Et une semaine après ou 2 semaines après, ils ont shoot une autre scène. Et il a sorti le rat pour l'enfoncer dans la bouche d'un mec contre qui il se battait dans le film. Ok. Et en criant « Eat the rat !» Et c'est devenu limite une des séquences les plus cultes du film a posteriori. Eh bien, Et c'est un truc qui a été complètement improvisé par Nicolas Cage. Alors, je me demande si c'est presque pas un hommage. ça pourrait, ouais, pour le coup. Parce que le film est sorti, bon là, en 2025 en France, mais il a été à Cannes en 2023. Donc, disons que Tom Gormican a eu le temps de voir le film avant. Oui, ok, ouais. Donc voilà. Je sais pas, mais j'aime à croire que... Oui, bah si, je pense qu'il que c'est une ref. S'il est aussi fan de Nicolas Cage, oui, je pense que c'est une ref. J'ai envie de le croire en tout cas. T'avais d'autres choses à dire sur le film? Non, pas vraiment. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Enfin voilà, le film est pas subtil de toute façon. Ouais. Et Voilà, on est passé de Avatar 3 à Anaconda. Ouais, vraiment. Non, le seul truc que je peux dire, c'est que moi, ce film, en sortant, il m'a fait penser à un autre film qui est culte et magique. Et à la place de voir Anaconda, je vous conseille de voir Tonnerre sous les tropiques. Oui, Tout simplement. oui, c'est vrai. Ouais. Si vous voulez plus voir, drôle, ouais, pour le coup, ouais. si vous voulez voir des mecs un peu goofy qui vont faire un tournage dans la jungle, bah allez Ouais. voir ça, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, ouais. Je peux pas dire le contraire. Voilà. Donc voilà, globalement, on vous recommande pas spécialement de voir Anaconda 2025. Si vous voulez le voir, allez-y. C'est pas non plus un moment atroce, hein. Attention, Oui. ça passe assez vite, ça dure quoi, 1h40, je crois, un truc comme ça. Et le film, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il est très divertissant. Enfin, Ah oui, c'est extrêmement divertissant. Ça Ah oui, passe tranquille. Y a tout à pas fait. de- Tout à fait. C'est relativement bien joué, niveau acting, je trouve. Enfin, il y a pas de vrais mauvais acteurs, je trouve, dans le Ouais. film. Même la meuf là, qui joue la chercheuse d'or, je sais plus son nom, Ouais. elle joue assez bien aussi. Et... Ah, ça, j'ai bien aimé aussi le jeu de mots. Tu devrais appeler le film Anaconda. Ah ouais. Ça, Ouais, c'était je me pas souviens, mal. c'était pas mal. Donc voilà, c'est très divertissant, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est ça. Tu recommanderais le plus de voir celui-ci ou l'original, du coup? Je recommanderais carrément plus de voir l'original. Déjà, avant, enfin, à la limite, si vous voulez voir celui-ci, vous voyez peut-être même l'original avant. Profitez-en. Parce que l'original, franchement, il vaut le détour, je trouve. En plus, tu vois, ouais, t'as Danny Trejo, t'as... Puis ça a l'air d'être un pur produit de son époque, un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, il transpire vraiment. À la limite, même, j'ai vu après coup qui est sorti en 97, j'aurais dit un peu, alors même limite début 90, début fin 90, 80, fin 80. Un peu quoi. vibe Predator et tout, quoi, limite. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, ils avaient vendu le film en ref à la tagline de Alien. Ils avaient mis Oui, si bah, vous êtes étouffé, vous ne pouvez pas Bah, tu crier. vois, Quoi. tu vois l'affiche dans le film, justement. Oui, oui. Dans le nouveau Anaconda, tu vois cette affiche avec cette tagline. L'affiche est cool, d'ailleurs, de l'original. Ouais. Et d'ailleurs, le réalisateur, c'est Luis Liola. Ok, Du premier Anaconda. Donc voilà, un mec qui a pas fait grand chose d'autre. ok, Enfin, pas d'autres films que moi je connais en tout cas. Mais... ok, ça marche. Donc voilà, allez voir le premier Anaconda si ça vous chante, allez voir le deuxième, hein, si vous voulez aussi. Nous ne sommes responsables de rien, en tout cas. Du coup, bon, on le répétera sûrement on le répétera sûrement à la fin, mais le mois prochain, on parlera de Marty Suprême, du coup de Benny Safdie. Non, c'est Josh. Josh Safdie, pardon. Chaque fois, décidément. J'ai déjà fait l'erreur dans le premier. Qui du coup vient d'être nominé à tout un tas d'Oscars.
Et du coup, on peut parler un peu de cette liste de nominations d'Oscar qui est sortie cette semaine, là, il y a quelques jours au moment où on enregistre. Qu'est-ce qu'on peut noter? On voit que Sinners est nommé quasiment à toutes les catégories. Je crois qu'il est nommé à toutes les catégories auxquelles il pouvait concourir. Ouais, et surtout... À part peut-être maquillage ou des trucs comme ça, mais... Et surtout, il n'y a jamais un film qui a été autant nommé Ouais. aux Oscars depuis la création. Ouais. Ce qui fait un peu peur. Ce qui fait un peu peur, ouais. Alors perso, moi j'ai bien aimé Sinners, je sais que toi beaucoup moins. Ouais. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. Après je trouve que ça fait beaucoup de nominations. Et que, bon, de toute façon je suis persuadé que ça va faire une Joker à l'époque et qui va pas du tout remporter autant, tu vois. Il y a des Oscars, des nominations que je trouve justifiées, typiquement la photographie, ce genre de choses, je trouve que c'est assez cool pour le coup. Après... meilleur réal, je trouverais ça abusé qu'il le gagne, par exemple. Il y a plein de choses comme ça, ou meilleur scénario, je trouverais que ça abusé que ça gagne aussi, tu vois. Là, ce serait grave. Ce serait grave. Je me demande s'il n'est pas nommé dans meilleur son, ça pour le coup, je trouverais ça justifié, tu vois. Mais... Meilleur montage, moi, ça me rendrait fou, je pense. Ah ouais? Parce que c'est vraiment un des trucs qui m'a dégoûté du film. Je trouve, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé la première partie de Sinners. Ouais, c'est ce que tu me disais, ouais. Je trouve le film hyper intéressant, très riche, et en fait, le film te vend vraiment une tension, un climax qui va arriver, et qui n'arrive jamais, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment été déçu de ça, où je m'attendais à avoir un vrai climax, un vrai moment qui pète dans le film, et je l'ai jamais eu. Et en plus, à la fin, en fait, il y a 1000 incohérences à la minute. Enfin, 1000, j'abuse, mais t'as énormément d'incohérences même de montage, je trouve, et de juste pure logique de comment les personnages devraient se comporter. Ouais. Et ça m'a un peu rendu fou. Enfin, en fait, j'ai été vraiment déçu de la fin du film, ce qui est dommage parce que je trouvais que le film était très riche et qu'il avait développé un univers hyper intéressant. Ouais. Et c'est aussi, en fait, je pense que c'est aussi le fait d'avoir été déçu de la fin qui m'a fait ne pas vraiment aimer le film. Je pense que si j'avais été moins emballé par le début, à la limite, j'aurais peut-être préféré, tu vois. Ouais, je vois. Je vois qu'il a été nommé dans meilleur costume, ça je trouve ça abusé par exemple. Tu vois. Je trouve ça un peu... Bon, c'est parce que c'est un truc d'époque un petit peu, donc c'est ça qui s'aime bien, mais bon, c'est un peu abusé quand même. Dans meilleur maquillage et coiffure, il est nommé aussi. Ok. Ouais, parce que toi, ouais, allez, à la limite. J'avais oublié, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de transformation, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Meilleur montage, ouais. Meilleur son, ça pour le coup, je trouve ça justifié parce que c'était assez cool. Mais bon, c'est F1 qui le gagnera, ça je pense. C'est souvent les trucs un peu de motorisé, tout ça, ça marche bien pour les Oscars techniques. Meilleure pub. Meilleure pub, F1. Je suis assez d'accord. Meilleur effet visuel, il pourrait le gagner aussi en vrai, mais bon, ce sera Avatar, c'est sûr. Enfin, je pense. Meilleure chanson originale, bon, ce serait, je pense, assez logique qu'il le gagne, vu que c'est littéralement la meilleure scène du film. Oui, là, pour le coup, je suis assez d'accord. Parce que pour le coup, enfin, moi j'aime à penser que les réals ont souvent une idée d'une scène précise et qui construisent le film autour. Là, je pense que c'est cette scène-là, tu vois. Et tu penses que c'est quelle scène dans Anaconda? Je pense qu'Anaconda, c'est tout le film qui est comme ça. Je pense que c'est la scène avec Ice Cube. Il s'est dit, il faut que je refasse une scène avec Ice Cube. Ouais, moyen, ouais. Ice Cube qui se moque du cinéma actuel. C'est ça. Mais ouais, il est nommé dans quasiment toutes les catégories. Il y a que dans niveau acting, il est nommé dans meilleur acteur et dans... C'est tout. Il n'y a pas de meilleure actrice ni actrice dans un... Ah si, pardon, meilleure actrice dans un second rôle, excuse-moi. Donc oui, en vrai, je pense qu'il en remportera quand même pas mal. En même temps, pour 16 nominations, c'est sûr qu'il en remportera au moins 5, je pense, tu vois. Ouais, après, lesquels exactement, je ne sais pas, mais... Parce qu'il y a quand même de la concurrence, mine de rien, parce que je vois que... On n'a pas encore vu Marty Suprême, mais ça a quand même l'air d'être un bon film à Oscar, tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, moi, justement. Enfin, en fait, je trouve que c'est aussi pour ça que... Bah, en fait, il y a Une bataille après l'autre, qui est quand même un très bon film, quoi. Je pense que c'est celui-là qui va en remporter le plus, pour le coup. Ouais. T'as Marty Suprême, et après, c'est quoi le troisième? C'est Frankenstein, quoi. Enfin, le quatrième, du coup, après. Mais... Hamnet, qui peut peut-être en gagner aussi, tu vois, mais il n'y a pas autant nommé que les autres, quoi. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus... c'est pas une année où t'as... tellement de films qui vont rester cultes, quoi. Enfin, moi, de ces films-là, après, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu Marty Suprême, mais j'en vois pas devenir culte. Enfin, moi, j'avais un peu l'impression, quand même, pour Une bataille après l'autre, que c'était un peu unanime. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Bon, j'ai pas non plus... Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un des meilleurs films de l'année, mais je trouve que le film est hyper intéressant, très riche. Après, bon, son propos, je sais pas quoi en penser, mais en tout cas, visuellement, ça claque, les acteurs sont dingues. Enfin, là, pour le coup, c'est un peu un film presque à Oscar, quoi. Ouais. Et en fait, à part ça, ben, je sais pas, je trouve pas que les films soient hyper... Enfin, je sais pas, après, je me souviens pas non plus des films de l'année dernière, tu vois, qui étaient aux Oscars, mais...
À savoir aussi, quand même, on précise que les Oscars, globalement, on s'en bat un peu les couilles. Oui, carrément. Là, on en parle parce que c'est l'actu, mais parce que j'en vois beaucoup des fois être en sang sur leur film préféré, ils sont déçus. Les gars, c'est pas grave si votre film remporte pas un Oscar, hein, vraiment. Oui, puis c'est très politique, hein, Bah en ouais, vérité. complètement, c'est pour ça. C'est une cérémonie corrompue jusqu'à la moelle. Enfin, vraiment, c'est divertissant tout au plus. Il y a rien de. Mais après, ça peut parfois mettre des films en avant, donc je trouve que c'est Ouais, quand c'est même. sûr, ouais. Enfin, c'est pas non plus un truc. Il faut pas tout jeter à la poubelle. Hein. C'est comme les Césars. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs intéressants. Il y a beaucoup de films qui vont gagner 1 ou 2 prix. Ça met l'équipe en valeur. Enfin, je trouve que c'est quand même des cérémonies qu'il faut savoir critiquer, mais il faut aussi voir le bon côté des choses. Oui, non, c'est bien pour la mise en avant, ça je suis d'accord. Après, ouais, il faut pas prendre la mouche si votre film préféré est pas gagnant, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça ne dit rien sur la qualité d'un film, au final. C'est vrai. Merci. On est d'accord. Il a tout dit. On va enchaîner du coup sur notre deuxième partie. Au dernier épisode, on s'était quitté en se donnant pour thème 2025, tout simplement. Et du coup, on devait chacun ramener une œuvre qui nous faisait penser à ce thème, et on se donnera un nouveau thème pour le prochain à la fin de l'épisode. Je sais que t'es venu avec 2 œuvres, donc je te laisse commencer avec ta première. Ah non, bah vas-y, parce que c'est Ok. des trucs qui sont C'est liés lié. les deux. Ok, Ouais, d'accord, donc ok. je te laisse y aller. Et bah pour le coup, moi 2025, j'ai pas fait très original. Je vais juste parler de ma meilleure découverte cinématographique de 2025. Et c'est pas un film qui est sorti en 2025, c'est un film que j'ai Ok. vu en 2025. C'est un film qui s'appelle Mon ami robot en français, Robot Dreams en VO. Même si vous verrez VO-VF, ça a pas vraiment de sens. Est-ce que tu connais déjà ? Non, pas du tout. Pas du Enfin, tout, en ok. tout cas, là, ça me dit rien. Ok. Donc, Mon ami robot, c'est un film d'animation sorti en 2023 et réalisé de mémoire par un mec qui s'appelle Pablo Berger, un espagnol. Et c'est un film d'animation muet. C'est-à-dire que il n'y a pas de dialogue. Il y a quand même des bruitages, de la musique, etc. Mais il n'y a aucun dialogue. Avant de rentrer dans le détail du film, petite histoire marrante, c'est que du coup je l'ai vu l'été dernier, un dimanche où j'avais rien à faire. J'ai regardé un peu ce qui passait au cinéma, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Et du coup je me suis dit, je vais regarder ce qui passe dans les salles un peu indépendantes sur Paris, voir les rediffusions, etc. Et j'ai vu ce film-là qui était diffusé au Grand Action, dans le 5e. Et ça m'a frappé tout de suite, parce qu'en fait je me suis dit, mais je connais ce truc, mais je sais plus d'où, tu sais. J'ai déjà vu cette affiche, j'ai déjà vu ces visuels-là, mais je me souviens plus. Et en fait, j'avais fait un stage dans un studio de post-prod il y a quelques années. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'avais vu des images de ce film, tu sais. Je me suis dit, ah oui, putain, c'était ça, ça avait l'air bien et tout. Donc j'y suis allé, et en effet, c'était génial. C'est un super film. Ça raconte l'histoire, du coup, ça se passe dans les années 80. Dans nos années 80, entre guillemets. Et ça se passe à New York, et c'est principalement avec des animaux anthropomorphes, tu sais, t'as pas d'humains. C'est que des chiens, des chats, des zèbres, tout ce que tu veux, qui vivent comme des humains. Et tu suis du coup l'histoire d'un chien qui s'appelle... comment il s'appelle ? Il s'appelle juste Dog, je crois, tout simplement. Qui du coup est très seul dans cette grande ville. Tu sens qu'il ressent de la solitude, etc., qu'il est un peu, pas déprimé, mais un peu, un peu déprimé, si en fait c'est le mot. Et du coup, il va s'acheter un robot de compagnie, parce que c'est un truc qui existe dans cette société-là. Il s'achète un robot de compagnie qui monte tout seul, etc. Et ça devient son meilleur ami, en fait, tout simplement. Ça, c'est un robot relativement... Enfin, il a vraiment un design de robot classique, comme tu vois dans les vieux films de SF, tu sais. Et du coup, ça devient un peu son meilleur ami. Il fait plein de trucs avec lui, il fait du roller avec lui, ils mangent ensemble, etc. Et un jour, il l'amène à la plage et le robot tombe en panne. Et en gros, il peut plus le déplacer, et il y a un concours de circonstances qui fait qu'il peut plus du tout aller le chercher à la plage, tu vois. Et du coup, tout le film, après, c'est pas vraiment un spoil ce que je dis, parce que ça se passe vraiment dans les 15-20 premières minutes. Et du coup, tout le reste du film, après, ça va être le chien qui essaie de récupérer son robot, et le robot qui va vivre aussi tout ça, parce que même s'il est cassé, il est quand même conscient, tu sais. Il peut juste pas se déplacer. Et du coup, tout le film va être sur ces deux personnages-là qui essayent de se retrouver et qui vivent un peu leur aventure chacun de leur côté. Et en fait, c'est un film magnifique sur l'amitié de façon générale. C'est très... En fait, je m'attendais à un truc vraiment mignon, limite un peu niais, tu sais. Et au final, c'est pas du tout ça. Le film prend un peu un contre-pied dans son dernier acte. C'est un film très doux amer, en fait, où t'as pas vraiment de fin heureuse. C'est vraiment un film qui parle à la fois d'amitié, d'amour, de deuil, enfin de plein de choses différentes. Je crois que c'est le réal lui-même qui disait que ça pouvait parler de plein de choses selon
selon ce que toi-même t'as Ouais. vécu, tu sais, ça peut évoquer plusieurs choses. Ça peut résonner de façon différente chez les gens. Et c'était vraiment un super film. Vraiment, je le recommande à tous. C'est très accessible puisque c'est muet, donc il n'y a même pas vraiment de VF, de VO, de sous-titres, etc. La musique est très cool aussi. Il y a toute une séquence musicale avec September de Earth, Wind and Fire qui fait que maintenant je n'arrive plus à écouter cette chanson sans être un peu déprimé, tu vois. Ceux qui ont vu le film comprendront. Mais du coup, ouais, je vous le recommande vachement, et d'autant que c'est un film qui est adapté d'un comics de base, que j'ai lu aussi, qui est un comics aussi muet, sans bulle de dialogue. Et pour le coup, le film est vachement plus intéressant que le comics, parce que le comics est très... Le comics fait que tu peux pas t'investir autant émotionnellement que dans le film, en fait. Et vraiment, c'est un super film, avec... je pense que les visuels peuvent vous décourager, parce que ça a l'air très enfantin. Mais en fait, ça l'est vraiment pas, pour le coup. C'est un film qui peut parler à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il faut pas avoir peur d'aller voir un dessin animé muet d'1 heure et demie. Je sais que ça peut en décourager certains aussi, même un peu plus. Je me demande s'il dure pas presque 2 heures. Mais ouais, je vous le recommande grandement, que ce soit au cinéma ou ailleurs d'ailleurs, mais c'est un super film. Okay. Ouais, ça me fait vachement penser à Flo, qui est sorti à peu près à la même Ouais. période, sur un chat. Ouais. Mais, c'est un peu la même vibe. Moi, j'avais adoré, donc ça me donne envie. Ouais, non, c'est très très cool. Franchement, j'y suis allé vraiment sans trop d'attente, en me disant juste, j'avais vu ce truc-là à l'époque et ça avait l'air bien. Et je me suis pas trompé, c'était très bien. Ouais. C'était vraiment sympa. En plus, moi, j'adore... en fait, j'ai une fascination de base pour tous les films qui se passent à New York, je sais pas pourquoi, mais c'est une ville qui m'attire beaucoup visuellement, etc. Et je suis assez fasciné par tous les films qui se passent là-bas. Mais je crois que... Rien que pour ça aide, ouais. Je crois que je vois exactement la période où tu l'as vu. T'as vu le Aronofsky à peu près à cette période-là aussi, non? Ah, c'était pas loin après, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Je crois que tu m'avais dit, ou t'avais écrit sur Letterboxd un truc en mode je vois que des films à New York en Oui, ce moment. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. C'était Ouais. cette période. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, Mon ami robot, Robot Dreams en VO, je vous le recommande très fortement. C'était, je pense, mon film préféré que j'ai vu en 2025. Ouais. Ok, pas mal. Bah, franchement, ça donne envie, ouais. Ça change un peu, je trouve, ce genre de. Ouais. C'est ce très genre très frais. d'œuvre. Et ok, bah. Et en plus, vu que techniquement j'ai fait un stage dans ce studio à l'époque, on peut presque dire que j'ai un peu travaillé sur le film. Presque. Je crois que j'ai juste, tu sais, j'ai peut-être juste branché un ordi, ouais. mais ça le fait. Ok, pas mal. Je te laisse enchaîner du coup sur tes 2 œuvres. Yes, bah ma foi, c'est pas vraiment 2 œuvres. En fait, moi, j'ai choisi Bastien Bouillon comme Ok. en 2025. Voilà, Juste Bastien Bouillon. Juste Bastien Bouillon. Tout simplement parce que c'est un acteur que je suis depuis quelques temps maintenant, que j'avais découvert dans La Nuit du 12 de Dominique Moll, qui était un super film, qui m'a vraiment bluffé, et j'ai été happé par cet acteur qui m'a fasciné dès les premières images du film. Et depuis, j'ai vu plusieurs de ses films qui m'ont beaucoup plu, dont bon, il a fait une petite apparition dans Le Comte de Monte Cristo, mais je trouve que c'est lui qui a Grosse apparition, c'est un rôle secondaire quand même. oui, ouais, Un vrai rôle dans le film. oui, c'est un vrai rôle. Petite apparition. Non, mais disons que c'est pas Pierre Ninet, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais je trouve qu'il a sauvé un peu pour moi le film Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim, qui était, je trouve, assez oubliable, mais il a apporté, je trouve, dans ce film un vent de fraîcheur assez dingue. Ouais. Et bon, voilà, en fait, depuis que j'ai vu La Nuit du 12, j'ai adoré la plupart de ses rôles. Pas tous ses films, mais ses rôles, en tout cas, je les ai tous adorés. Et cette année, j'ai fait du coup là mon top 10 de l'année, et je me suis rendu compte que les 2 premiers films, c'était 2 films où se trouvait Bastien Bouillon. Alors j'en ai un sur les 2, je pense qu'il va partir un jour dans le lot. Exactement. Et le deuxième, c'est quoi? Et le deuxième, c'est Aux jours qui viennent. Oui, tu m'en avais parlé aussi. Et donc voilà, je vais un peu parler de ces 2 films. Alors je trouve qu'il a fait une très bonne année au global, puisqu'il sort 4 longs métrages. Il y a aussi Connemara et L'incroyable Femme des Neiges. Okay. Connemara avec Mélanie Thierry, je le conseille moins. Je trouve que le film est pas hyper intéressant, il est presque un peu prétentieux, mais bon, il est pas si mal, hein. Ça parle de ruralité de manière assez sympathique. Enfin voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais L'incroyable Femme des Neiges était très intéressant aussi. C'est avec Blanche Gardin et Philippe Catherine. Bon, après, il faut adhérer aux univers de l'un et de l'autre, parce que 2 comètes comme ça qui se rencontrent dans un film, c'est assez particulier quand même. Bon, c'est tout ce que je déteste personnellement. Ouais, bah oui, non mais... Et bon, le film est assez sympathique. Je trouve que le fond est très beau. Okay. Ça parle de maladie, de relations frères-sœurs,
de mort aussi, hein, tout simplement. Et c'est assez touchant. Enfin, le film fonctionne bien, en tout cas dans le fond. Dans la forme, il est assez basique, assez simple. Mais voilà, c'est pas mal si vous voulez jeter un coup d'œil. Et il a aussi fait un court-métrage qui est sorti là, qui est disponible sur Arte, qui s'appelle Les Tremblements. Pareil, qui parle de deuil, etc. Qui est, ma foi, sympathique, si vous voulez y faire un tour. Et donc, je vais pouvoir enchaîner avec les 2 films dont j'aurais envie de parler. Surtout, en vérité, Partir un jour, que je conseille à tout le monde. Moi aussi, pour le coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Et donc, Partir un jour, c'est un film qui est réalisé par Amélie Bonin et qui met en scène dans les rôles principaux, du coup, Juliette Armanet et Bastien Bouillon. Faut savoir que ce film, moi j'avais vu le court-métrage qu'Amélie Bonin avait fait en 2022 ou 2023. Enfin, en tout cas, qui a gagné les Césars en 2023, je crois. Et César du meilleur court-métrage, du coup. Et en fait, dans le court-métrage, c'est l'histoire du personnage de Bastien Bouillon qui est écrivain et qui retourne chez ses parents parce que ses parents déménagent. Et donc, il faut qu'il aille vider sa chambre d'adolescent, quoi. Et il retourne là-bas et en fait, il recroise son amour d'enfance, qui est interprété par Juliette Armanet. Et enfin voilà, ils revivent un peu certains moments qu'ils ont pu vivre adolescents à travers des musiques de la culture populaire, on va dire. C'est ça. Et c'est une comédie musicale, donc le court-métrage. Et Amélie Bonin a annoncé, peut-être 6 mois après avoir gagné les Césars, qu'elle travaillait sur un long-métrage de Partir un jour, qui est sorti du coup en milieu d'année dernière, je sais plus quel mois exactement. Et bah si, en fait, je sais. C'était parce que moi je l'ai vu 2 fois l'année dernière. La première fois que je suis allé le voir, c'était à l'ouverture de la cérémonie du Festival de Cannes, je crois. Ok, pardon. Et non, mais je suis allé au cinéma à Paris. Hein. Et il y avait une projection du film au même moment qu'il était projeté à Cannes. Dans plusieurs cinémas, ils le projetaient en même temps, quoi. Okay. En tant qu'avant-première, du coup. Ouais. Et donc, je suis allé voir le film, ça m'a mis une claque. Enfin, j'ai eu toutes les émotions possibles. J'ai ri, j'ai pleuré. Et je trouve le film sublime, tant il est juste dans les personnages qu'il traite, en fait. C'est c'est un film très concret, très réel, et qui a cette part de folie qui intervient par la comédie musicale, je trouve. En soi, les personnages sont très proches des gens qu'on peut connaître dans la vie de tous les jours, mais ce qui rend le film pas chiant, c'est justement que le film est décalé par le côté comédie musicale, que tu ne vois pas dans la vie de tous les jours, justement. Et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve. Et donc, dans Partir un jour, ce film, pardon, je m'égare un peu, pas de souci, mais dans Partir un jour, contrairement au court-métrage, là, on suit du coup le personnage de Juliette Armanet, qui revient, qui est elle chef cuistot, et qui revient dans sa ville d'enfance parce que son père a fait un infarctus. Et donc, elle va aider sa mère à s'occuper du comment ça s'appelle un restaurant routier, en gros. Je sais pas si c'est un nom, je crois, mais bon, j'ai pas le nom en tête. Enfin, le restaurant routier qui tiennent depuis des années, quoi. Ouais. Et elle va recroiser, du coup, son amour d'enfance, qui est Bastien Bouillon. Et je trouve cette complémentarité entre le court-métrage et le long-métrage magnifique. Parce que du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est les mêmes acteurs principaux, mais dans le rôle inverse, en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, ce qui est hyper beau, c'est que en fait, c'est comme si tu avais 2 univers parallèles où en fait, c'est le même couple du lycée qui se sépare parce qu'il y en a un des 2 qui part, et tu as une version alternative où c'est le mec qui part, ça donne le court-métrage, et où tu as la meuf qui part et ça donne le long-métrage. Ouais. Du coup, tu as un peu, je trouve, cette vibe d'exploiter à 100%, je trouve, tes personnages sans qu'il y ait de redites, sans qu'il y ait de... Enfin, ouais, juste, je trouve que c'est hyper beau et ça donne ça crée presque un multivers de Partir un jour.
Mais du coup, ouais, t'as ces deux trajectoires différentes et je sais pas, moi j'ai trouvé ça très beau et très malin en fait de pas reprendre Bastien Bouillon dans le rôle principal et comme dans le court-métrage. Je trouve que d'avoir une autre trajectoire, ça sublime aussi presque le court-métrage. Et donc voilà, c'est vraiment un film que je conseille, surtout si vous aimez la musique. Oui, c'est toujours mieux. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris. Moi, je me souviens dans la salle, dès que ça s'est mis à chanter, parce que ça chante très tôt dans le film. Ouais. Hein. Première scène, ça chante. Et beaucoup de gens qui étaient en mode, oh non, ou enfin surpris, quoi, tu vois, que ça chantait. Parce que c'est vrai que tu t'y attends pas forcément, d'autant que c'était pas dit dans les bandes annonces de mémoire que c'est une comédie musicale, ou que c'était pas clairement. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Je dis juste que je sais que ça a surpris des gens. Moi aussi, y compris, mais moi, j'adore les comédies musicales, ça m'a pas dérangé. Ouais, et je trouve qu'en plus, la première musique, elle est assez dure, c'est du Stromae, donc oui, carrément. Ouais. je trouve que cette scène, elle est assez forte, parce que si t'accroches à cette scène, tu vas accrocher à tout le reste du film, en fait. Parce que c'est la chanson la plus rude que tu te prends dans la tronche. Si tu sautes dans la piscine sans te mouiller la nuque, quoi. Ouais, c'est ça. Une fois que t'es dedans, après, c'est bon, tu vas profiter du reste. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce film, en plus ? Non, c'est un film à voir. En vrai, de toute façon, je pense que j'ai tout dit ce qui peut vous donner envie de le voir ou non. Ouais, clairement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est chanté live. Donc, en gros, Oui, c'est pas une comédie musicale typique de ce qu'on a l'habitude de voir où les chansons sont faites en studio. Là, ça chante vraiment sur le tournage en direct, quoi. Et ça donne une touche très sincère justement au film, complètement. et qui est magnifique, je trouve. Enfin, rien que d'en parler, ça me donne le sourire. Ouais, clairement, il y a un côté un peu brut, et justement moins aseptisé peut-être que les comédies musicales classiques. Donc à la limite, même si vous n'êtes pas fan de comédies musicales en temps normal, pardon, peut-être que celle-ci peut vous parler un peu plus, ou même encore moins, mais en tout cas, ça laisse pas indifférent, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. Et pour le coup, j'ai tellement aimé le film que j'en ai parlé à Gabrielle, une grande amie à moi, et on a décidé de le revoir, parce qu'elle l'avait vu elle aussi, on a décidé de le revoir ensemble, peut-être 2-3 semaines après l'avoir vu, et on s'est remangé une claque de la même manière. Donc il méritait largement sa place en tant que meilleur film de l'année. Je comprends. Mais moi, c'est mon film préféré en français, en tout cas de 2025, je pense. Ouais. Ah, bah voilà, c'est beau. Les grands esprits se rencontrent. Tout à fait. Et en parlant de grands esprits, restons sur Bastien Bouillon. Allons-y. Et je vais parler un peu plus brièvement de l'autre film, du coup, Aux jours qui viennent, avec Zita Anro, qui est un film qui m'a extrêmement touché, alors qui est beaucoup plus dur. Hein. C'est pas une comédie déjà, c'est un film dramatique. Alors pareil, je l'ai vu avec mon amie Gabrielle, et elle m'a emmené là-bas. Alors je savais que je voulais voir le film, mais elle m'a emmené à l'avant-première, et je savais pas du tout ce que j'allais voir. Enfin, je savais juste que c'était un film qui avait l'air d'être un film dramatique, mais j'avais aucune info même sur le contexte, sur l'histoire, etc. Alors c'est un film assez dur qui parle de violence conjugale notamment, de manipulation, etc. En fait, le concept de base, c'est qu'on suit Zita Anro, qui a une petite fille, et le père de cette fille, c'est Bastien Bouillon, donc l'ex de Zita Anro, qui a des gros problèmes d'addiction, de comportement, etc. Et ce personnage a une petite amie dans le film, et donc il est manipulateur, toxique, violent, et il la séquestre même à certains moments dans le film. Et elle décide de s'enfuir de son emprise, et en fait, elle n'a aucun autre refuge que d'aller chez Zita Anro. Et donc, tu as ces deux femmes qui ont tous les deux ce passé, voire ce présent, et ce futur aussi avec la gamine, avec cet homme violent, mais qui est... disons que c'est pas une caricature d'un grand méchant. Enfin, le personnage est assez touchant, et c'est ça qui est brutal dans le film. C'est que, en fait, t'en arrives presque à certains moments à avoir un peu d'empathie pour lui, et c'est très dur. Et en fait, moi, ça m'a vraiment touché là où je m'y attendais pas. Donc je pense que c'est peut-être... Enfin, je pense que c'est un film que je recommande moins facilement, parce que tout le monde ne va pas être touché par la démarche et par les personnages. Mais si le sujet vous intéresse, ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil à ce film, que je trouve fort et assez subtil dans la manière, même si dans le fond, il est assez... Enfin, je veux dire...
il prend pas le parti de défendre d'aucune manière le personnage de Bastien Bouillon, mais en tout cas, c'est beaucoup plus subtil que juste un énorme connard qui fait du mal à son entourage, quoi. Enfin, même si c'est littéralement le film. Et donc voilà, c'est un film que je conseille, et donc c'est le deuxième film que j'ai préféré cette année. Et aussi avec Bastien Bouillon. Aussi avec Bastien Bouillon. J'aurais aussi pu parler de Vima Laponce, qui a aussi 2 films dans mon top 10, donc L'attachement et Mikado. Okay. Il fallait faire un choix, et j'ai choisi Bastien. Ok. Mais Vima, ne m'en veux pas si tu écoutes ce podcast. Promis, je parlerai de toi à un autre moment. Ok. Dans un autre registre, moi je voulais quand même en placer une pour Daredevil Born Again, que j'ai beaucoup aimé cette année. Je vois pas beaucoup de séries, mais celle-ci je l'ai vue et j'ai bien aimé. Dans une époque où on crache beaucoup sur le MCU, et moi le premier. Et je pense la plupart du temps à juste titre. C'est aussi important de souligner quand ils font des choses qui me plaisent. Et surtout que je n'oublie pas que le MCU m'a énormément forgé en termes de culture. Enfin, je pense que c'est grâce au MCU, enfin aux films de super-héros en général, et a fortiori au MCU, que j'aime autant le cinéma aujourd'hui. C'est un genre qui m'a fait m'intéresser au cinéma. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de autant apprécier un programme de cette entreprise. Du coup, merci Bastien Bouillon. Merci Bastien. Pour cette année 2025. Il a d'autres films là qui sortent cette année ou... Ouais, bah là il a un film actuellement au cinéma, L'affaire Brojaski, un truc du genre, où il joue un rôle secondaire. Et il y a aussi À pied d'œuvre qui va sortir en février. Ce qui est déjà pas mal pour un début d'année. Pas mal, et le reste de l'année, je sais pas trop. Enfin, je m'intéresse pas. Enfin, je m'intéresse dès qu'il sort un film, je vais le voir, mais je m'intéresse pas à savoir si dans 6 mois il a un film. Ouais, je vois. Ok. On va, comme la dernière fois, finir par un jeu. Cette fois-ci, j'ai bien dit à Mathis de ne rien préparer. Je vais charger de tout. Le jeu, c'est tout simplement que je vais lire des critiques de ton compte Letterboxd. Ah, pas mal. Et tu vas devoir deviner de quel film il s'agit. Ok, excellent, parce que je découvre... il m'a gardé la surprise. J'avais rien dit du tout. Enfin, j'avais mentionné ce jeu quand on avait fait la liste des jeux qu'on pourrait faire, mais là, je t'avais pas dit qu'on allait faire ça. Il faut savoir que Mathis prend très soin de son compte Letterboxd. Je pense que tu logs tout ce que tu vois, que t'écris pas forcément une critique à chaque fois, mais quand même assez régulièrement. Si, j'écris à chaque fois. Maintenant, à chaque fois, mot, tu fais. Ok. Tu mets des tags, etc., en fonction de avec qui tu le vois, dans quelles conditions, etc. C'est ça. Donc, la question, c'est de voir jusque où tu connais ton compte Letterboxd. Tu peux peut-être dire ton pseudo Letterboxd, d'ailleurs, si les auditeurs veulent te suivre. Et ben pourquoi pas, c'est Mathis LOL, Mathis LOL. Tout simplement. Pour le contenu rigolo. Tout à fait. Alors j'ai pris des critiques un peu, je sais pas si on regardera tout au montage, j'ai pris de toute période, de tout genre de film, de toute notation. Faut savoir que la plupart du temps, je prends... des fois c'est très court, donc je te lis le truc en entier. Évidemment, quand tu mentionnes le nom du film ou le nom des acteurs, je ne le dis pas, je prends vraiment je pioche ce qui est de plus nébuleux dans la critique. Et on va commencer par la première que j'avais notée, où tu as écrit, donc là c'est toute la citation que tu as écrite. Bon, c'est tout ce que j'aime finalement, extrêmement kiffant donc. Ça peut être beaucoup de choses. C'est un film sorti cette année. Ouais, je pense que c'est le Aronofsky justement. Tout à fait. Code Stealing. C'est très marrant parce que du coup on en a parlé pendant cet épisode. Film que j'ai beaucoup aimé, moi, pour ça aussi. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment... c'est exactement ce que j'ai dit. Ouais, je suis assez d'accord. Bien joué. Alors, la suivante, c'est... Toujours une aussi belle pépite. Je me dis vraiment qu'il a tout pour devenir un film générationnel. Et les darons ont fortement apprécié. Ça valait le coup de le revoir. C'est toute la critique, là. Ah oui, Vermine. Ouais. Vermine, film générationnel dans le sens où, pour moi, c'est un peu cette vibe de film qui nous touche, nous, personnellement. Enfin, un truc de un peu trentenaire. Enfin, on n'est pas encore trentenaire, mais il y a cette vibe de... dans le rythme, dans les vannes, dans le ton, dans les musiques aussi utilisées. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment un film qui parle à sa génération, de sa génération, même dans le propos, quoi. Et très très bon film. Excellent, ouais. Alors, celle-là, je te dis, c'est un film récent, parce que la critique est très courte, mais ça m'a fait rire. Tu as juste écrit « Pas si pire ». Oh waouh, voilà, ça va être dur. Pas si pire. Donc c'est un film sorti cette année, où tu aurais pu t'attendre, je pense, à ce que ce soit mauvais, et t'as noté ça 2 étoiles, hein, donc c'est quand même pas excellent. Waouh, c'est pas facile, ça. Alors, comment puis-je t'aider, sans trop en dire? Pas si pire, c'est assez alors fou. c'est une forme d'adaptation, quelque part. Pas une adaptation au terme où on l'entend en général, mais c'est une sorte d'adaptation. C'est un... Comment dirais-je?
Non, je peux pas trop en dire. Ah, je crois que ça va être ma première impasse. Hein. C'est Pas un- si pire, c'est dur. C'est un film fantastique, sorti cette année, qui est adapté d'un truc qui existe déjà. Oh, le trou. Un remake d'un film fantastique. C'est un remake, bon, je te le dis, c'est un truc de... C'est un live action, c'est un dessin animé qui a été porté en live action. Ok, alors, un film d'animation qui a été adapté en live action. Moi, j'ai vu le live action. Ah, mais c'est Dragon, je suis Ouais, trop bête. Tout à fait. Tu as dit pas si pire. Ouais, alors que c'était si pire, en fait. Avec du J'imagine. recul. J'ai mis pas si pire parce que j'aime bien croiser Gerard Butler. Ah, c'est ça. Alors là, on est sur un film que tu as énormément aimé, puisque tu l'as noté 4 étoiles et demie plus le cœur, Oh, et tu as écrit « Mais quel montage, mes aïeux ! Quel montage !» mes aïeux. Ouais, Qui mes dit aïeux, ça tu as écrit. Quel montage, mes aïeux, quel montage. Un film très bien monté. Donc. C'est un film des années 60. Oh, waouh. Ouais. Purée, c'est dur, quel montage. Je sais plus quand est-ce que tu l'as vu, parce que là j'ai noté en fonction des films les plus Ouais. vieux que tu avais vus, mais je sais pas du coup à quelle période tu l'as vu. Mais en tout cas, le montage t'a marqué. Mince alors. Alors, c'est pas un film avec Nicolas Cage. Non. Parce que les années 60, c'est trop, il y a trop longtemps. Non, mais bah alors là, franchement. C'est un film avec Peter Fonda et Denis Hopper. Ah putain. Par Denis Hopper. Ah, mais oui, Apocalypse Now. Eh non. Ah non. Ah non. Ah, mais non, c'est Easy Rider. Easy Rider. Ah, tout mais à bien fait. sûr, Easy Rider, je suis un dingue. Ah, mais quel. Oui, bah quel montage pour le coup. Le ton est gênant au possible. On a affaire à un florilège de guests plus nuls les uns que les autres, de gags pitoyables et une histoire peu convaincante. Sachant que t'as cité à chaque fois les guests, etc., mais que je les ai pas dit. Et à la fin, t'as mis, mais franchement, sortir ça avec ce budget est assez désespérant. Ok, waouh. Dans tout le reste de la critique, tu dis les acteurs ou les personnages. Ok, alors. Un film avec beaucoup de guests qui coûte hyper cher. C'est assez bien résumé. C'est français. Ah, c'est Astérix et Obélix. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, le Lequel fait que ce soit français, ça aide. Merde, l'Empire du Milieu, pardon. Ouais, c'est ça. Oui, non, parce que oui, ça aurait pu être d'autres, mais les autres sont bien, donc... Donc là, c'est un film. Je vais te dire la note, comme ça, peut-être ça Ouais. te donnera un peu... Bon, après, la critique est raccord avec la note, mais... Tu as noté ça 1 étoile et demie. Ok. Tu as mis le nom de l'acteur légendaire. Ok. Tu as trouvé que l'acteur était légendaire dans ce film. Et tu as écrit, c'est une bouse plutôt sympathique, mais ça n'en reste pas moins une belle bouse. Waouh. Bon, C'est alors, pas- si j'ai marqué le nom de l'acteur, ça doit être soit du Nick Cage, soit du Adam Sandler. Eh non, Ah non. c'est un acteur français. Et c'est un film qui n'est pas un film français, qui est sorti au début des années 2000. Waouh. Qui lui aussi d'ailleurs est un remake d'un truc plus ancien. Et pas rien à voir avec l'animation pour le coup. Tellement dur. Comme quoi, j'écris vraiment n'importe quoi. Je m'en souviens pas du tout. Bon, je peux te dire l'acteur que t'as dit peut-être. Tu as mis Jean Reno légendaire. Oh Mais c'était merde. pas un film français. Waouh, ça, c'est un truc que j'ai dû voir il y a quelques années, je pense. Ouais, C'est un film quand même relativement connu en France, notamment parce qu'un vidéaste français en a fait une vidéo d'une de ses séries phares. Et c'est avec Jean Reno, LL Cool J Mais mince. et Chris Klein de American Pie. Mais je suis un dingue ou quoi? J'ai aucun souvenir de ce film. Voilà, la prochaine étape, c'est que je te dise le nom du film. Ouais, je te jure. Je n'ai aucun souvenir de ce film. Et ben c'est Rollerball. Oh purée, waouh. Ah mais oui. Oh, ah mais il m'était complètement sorti de... Tu m'étonnes. Ah, waouh. Rollerball. Ah mais franchement, c'est... Une En bouse fait... plutôt sympathique, mais ça n'en reste pas moins une belle bouse. Ah mais c'était... Ah, il était dur quand même, ce film. Tu l'as vu, toi? Ouais, c'est compliqué, ouais. Waouh. Après, j'ai pas vu l'original, mais Ouais, je bon, pense que ok. l'original est meilleur quand même. Ah, mais ça m'a pas du tout donné envie de voir l'original. Ouais, tu m'étonnes. Ah purée. Ah oui, waouh. Ah mais LL Cool J, ça aurait tellement dû m'orienter, je suis trop bête. C'est possiblement la pire suite de l'histoire du cinéma. Aucune cohérence scénaristique ou visuelle avec le premier Je l'ai. opus. Vas-y, Ghost Rider Ouais. 2. tout à fait. Tu l'avais vu récemment, tu l'as vu il y a 1 an à peu près. Ouais. Le 25 décembre, tu l'as vu le jour de Noël. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire le jour de Noël Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et j'avais vu le j'avais revu le premier Ghost Rider que j'ai étonnamment rekiffé. Enfin, je me suis dit, putain, mais en fait, le film, il a pas mal vieilli, il est cool. Et en fait, je me suis dit, putain, mais je vais kiffer le 2 parce que moi, j'ai certains de Ouais. mes potes qui sont en mode, ah, le 2 est trop bien. Et j'ai revu le 2 et je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Ah, j'ai pas vu le 2, Il y je a- crois, j'ai pas souvenir. en il y a- tout cas. Aucun moment où il parle même du personnage d'Eva Mendes alors qu'elle est cruciale dans le 1. Ouais. Il y a des reshoots de scènes du 1 au lieu de reprendre littéralement les Ok. plans du 1 parce que le méchant a changé entre les deux films. Mais c'est ridicule. Enfin, visuellement, c'est éclaté. Enfin, ouais, non, franchement. Tu m'étonnes. On enchaîne avec
Un sosie bodybuildé de Djokovic se la donne contre un ninja alien de l'espace. Ah, mais ça, c'est du Nicolas Cage aussi, c'est Jujutsu. Ouais, bien joué. Ah, dès qu'on est sur Nick Cage, là, il n'y a plus aucun problème. Hein. Là, ça déroule. Un sosie bodybuildé de Djokovic. Le film est d'une médiocrité sans nom. Il est visuellement dégueulasse, les effets spéciaux sont ridicules, et aucun plan sur les acteurs n'essaie de cacher l'immondice fond vert qui sert d'arrière-plan. L'histoire ne tient aucunement debout, les personnages du MCU ne sont pas si touchants. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Mais la corde sensible est merveilleusement tissée, comment ne pas y succomber? Ouais, j'ai peur que ce soit ça. C'est Spider-Man, le 3, c'est No Way Home, tout à Voilà. fait. Ouais, c'était dur. C'était assez bien dit quand même, j'ai bien aimé la façon dont tu l'as tourné. Culte. J'ai l'impression qu'il est de mieux en mieux à chaque visionnage, c'est dire. Les dialogues sont merveilleux, les acteurs encore plus épatants, et il y a une justesse absolue. Le film parfait finalement. Camping. C'est Camping, tout à fait. Camping 1. Que tu as vu visiblement juste après Avatar 3 en plus. Vraiment. Je l'ai revu, là. Et t'as vu le 2 ensuite que t'as beaucoup moins apprécié. Ouais. Parce que tu as écrit quelques moments sympas et globalement ce n'est pas horrible, mais ça reste une suite parfaitement inutile qui n'apporte rien d'autre que de profiter du fabuleux jeu de Dubosc. C'est ça, exactement. Et la critique du 1 était très très, très bien écrite. Ah, mais vraiment, Camping, c'est un film d'enfance, donc que je me remate souvent. J'entends. Et une dernière pour la route. Je te lis que le début parce que le reste tu spoil. Un divertissement inintéressant qui aurait dû se concentrer sur le biopic de Sardoche. Oh oui. C'est Eternals. C'est Eternals. Ah, je trouve que Barry Keoghan, il a un peu une sombre vibe de Sardoche, alors que j'adore l'acteur. C'est très dur pour Barry Keoghan, mais Ouais. c'est Non, un mais peu vrai. surtout dans C'est ce un peu film. vrai. Et le personnage est tellement genre toxique et complètement con comme Sardoche. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça marche bien. Le parallèle marche bien. Bref, c'est tout pour ce jeu du coup. mal. Jeu qui reviendra sûrement à l'avenir, hein, parce qu'il y a énormément de critiques possibles trouvables sur ton Letterboxd. Sache que tu as écrit précisément 666 reviews à l'heure actuelle. Et ben voilà, c'est parfait. Enfin, j'ai regardé hier, peut-être t'en as Non, rajouté j'en ai pas entre-temps, rajouté mais- depuis, donc comme quoi. Et ben voilà. Merci pour ce petit jeu, ça m'a remémoré de sombres moments. J'imagine. Avant de se quitter, peut-être une petite recommandation de fin d'émission. Ça me fait rire qu'on fasse ça parce qu'au final, c'est ce qu'on fait pendant toute l'émission. Ouais, c'est mais ça. je me dis, bon, une de plus à la fin, ça peut toujours être sympa. Ouais, moi j'ai une recommandation. Alors bon, on a beaucoup parlé de trucs très récents, donc j'ai une recommandation qui est un peu différente. Alors comment? C'est une mini web série. Ok. J'ai parlé de Neil Patrick Harris tout à l'heure. Et c'est une web série que j'ai découvert il y a maintenant quelques années. Je pense que je devais être au collège. Et ça m'a mis une claque dans la tronche. Ça J'ai s'appelle Dr. Horrible. J'ai vu que tu l'avais revu récemment. Et en fait, bah pareil, c'est une comédie musicale, comme quoi je parle que de ça aujourd'hui. Avec Neil Patrick Harris, il y a Nathan Fillion. Ouais, c'est ça. Enfin, oui, ouais. Filon, ouais, c'est ça. Filon, ouais, c'est ça. Et enfin voilà, foncez voir ça dure 45 minutes. Il y a les 3 épisodes qui sont dispo sur YouTube. Les 3 épisodes en entier durent 45 minutes. Ouais, en entier, ça Ok. dure 45 minutes. Bah, c'est un quart d'heure par Ok. épisode. Et c'est une vidéo de 45 minutes, quoi. Ok. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Et c'est hyper drôle et c'est très touchant. Franchement, les musiques, moi, je me suis rendu compte parce que ça faisait pas mal de temps que je l'avais pas revu. Et je l'ai revu avec une amie et je chantais toutes les musiques. Enfin, je connaissais toutes les paroles de chaque musique par cœur. Je sais pas comment ça se fait, mais ça m'a vachement marqué. Et c'est hyper riche, hyper beau, très marrant. Et il y a aucun budget, mais c'est pas du tout cheap. Ouais. Mais il me semble que ça avait été fait dans un contexte un peu particulier Ouais. de grève des scénaristes ou un truc comme C'est ça. ça, non, à l'époque. exactement. Ouais, dans les séries, c'est sorti en 2008 Ok. et c'est réalisé par Joss Whedon, Oui, le c'est mec vrai. qui a fait Buffy, Ouais. entre Et autres. Avengers. Ouais, aussi, ouais. Buffy, c'est mieux, mais d'ailleurs, c'est un mec assez problématique, je crois. Ouais, maintenant, ouais, clairement. Mais ça vaut vraiment le coup d'être vu. Puis voilà, c'est dispo gratuitement sur YouTube, donc il ne faut pas s'en priver. Ok. Et bah c'est très cool. Je l'ai vu aussi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'avais bien aimé aussi à l'époque, faudrait que je le remate à l'occasion. Pour rester sur YouTube, moi je voulais conseiller une chaîne YouTube pour changer un peu aussi. Squeezie. Non, pas Squeezie. Une chaîne YouTube que j'ai découvert la semaine dernière qui s'appelle Germinal. Et c'est un mec qui fait des vidéos assez courtes à chaque fois, entre 7 et 10 minutes quoi, à peu près. Toujours sur un peu des phénomènes de société, genre en mode c'est des vidéos typiques, pourquoi tout le monde s'habille chez Uniqlo, pourquoi Game of Thrones c'était si bien, pourquoi
pourquoi cette addiction aux cartes Pokémon, des choses comme ça, Ok. tu vois. Et c'est plein de sujets un peu différents comme ça, et c'est très bien foutu, genre c'est assez bien écrit, c'est bien monté, genre c'est très bien foutu quoi globalement. Je vois des trucs, et surtout souvent des sujets qui me touchent en plus un peu, genre ça parle de pourquoi ChatGPT est dangereux, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant, c'est très bien foutu, donc voilà, c'est assez méconnu j'ai l'impression. Et voilà, je vous invite vraiment à voir ça. Moi je regarde ça pendant mes pauses repas, c'est très très cool. Voilà. Et ben je pense qu'on est bon. Parfait. Le mois prochain, nous parlerons donc de Marty Suprême, que nous verrons le mois prochain. De qui? Dis-nous. Josh samedi, du coup. Bravo. Et du coup, le thème du prochain épisode, ce sera tout simplement raquette. Raquette. Parce qu'il joue au ping-pong en fait. Il joue au dans le film. ping-pong dans le film. Enfin, de ce qu'on en sait pour l'instant, hein, parce qu'on l'a pas vu, qu'on le voit 3 mois après tout le monde. Du coup, on devra chacun venir avec une œuvre qui nous fait penser au mot raquette, tout simplement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci encore une fois. Ouais. N'hésitez pas d'aller aller suivre le compte Instagram qui existe bel et bien maintenant, qui s'appelle du coup neo.béotien, au pluriel. Non, je sais plus s'il y a un point. Ouais, si, je crois. Il y a un ouais. point, je sais plus, bref, je sais plus le nom du compte Insta. Il est en description du podcast de toute façon si besoin. Le podcast que vous écoutez, à savoir qu'il est disponible du coup sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Et voilà, on est bon, dis-moi. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point, donc néo-boétien au pluriel tout collé. Tout collé. Encore merci de nous avoir écoutés et à très bientôt, Bah oui, bah au mois prochain finalement. au mois prochain. Et bonne année d'ailleurs. Et bonne année.